Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes 33, 34, donc le compteur monte et ça nous fait plaisir. 2026 sera l'occasion pour nous de vous proposer la nouvelle édition, la 26e édition de Mountain Planet, qui va réunir tous les acteurs de la filière montagne, que ce soit les fabricants, les prestataires, les collectivités territoriales, les startups. C'est un événement international, bien entendu, à ne pas manquer. Et nous sommes ravis de vous annoncer que nous avons reconduit notre partenariat avec notre expert préféré, Laurent Vanna, et de nous associer donc tous les ans à la présentation du rapport international sur le tourisme de neige et de montagne. Ce rapport est une formidable source d'information. Il nous permet en tout cas à nous organisateurs et à vous journalistes, à vous exploitants, à vous prestataires, de prendre le pouls de la montagne à l'échelle mondiale. Et puis pour nous, cette collaboration nous permet de réaffirmer notre soutien à toutes les montagnes d'hiver, les montagnes d'été. Voilà, donc je vous invite à noter la date du 21 au 23 avril pour la nouvelle édition de Mountain Planet. Et sans plus attendre, place à notre héros du jour, Laurent Vanna, pour la présentation du rapport international 2025. Bonjour à tous, merci Jérôme pour cette introduction, merci à Mountain Planet de soutenir la présentation et la diffusion de ce rapport, merci à Alexandre Bérard pour l'organisation de cet événement en ligne. Donc je passe tout de suite aux diapositives de la présentation. C'est le 17e rapport international sur le tourisme de neige et de montagne, donc il y a tout un historique de données qui est maintenant exploitable et qui permet de mesurer de mieux en mieux l'évolution du ski au niveau mondial. Alors, le rapport 2025 concerne la saison 2023-2024, il faut toujours le préciser. La saison 24-25 n'étant pas encore finie et je n'ai pas la boule de cristal pour avoir tous les chiffres. Très rapidement, cette saison 23-24 était une saison que j'ai qualifiée de business as usual saison 2. Et finalement, j'avais déjà donné ce qualificatif business as usual pour la saison précédente. On est au niveau global, mondialement, dans la moyenne des 20 derniers hivers. Et on se rend compte que les pays qui ont eu des bonnes conditions de neige et de météo ont fait des bons résultats de fréquentation. Et puis, les pays où la fréquentation est plus basse, c'est généralement des pays qui ont eu des problèmes au niveau météo enneigement. Donc, je reviens très rapidement sur les données du rapport. Je passerai ensuite en revue quelques points clés, un petit peu dans un inventaire à l'après-vert, qui sortent aussi et qui permettent de donner un éclairage sur l'évolution du marché, les questions des enjeux géopolitiques qui deviennent de plus en plus prégnants, la tarte à la crème de la numérisation, ce que j'ai appelé, et puis la tendance à la consolidation des exploitants qui en fait n'a pas eu lieu. Je reviens là-dessus dans un moment, après avoir passé le rapport et les données principales du rapport en revue. Tout d'abord, au niveau du nombre de stations de ski, c'est quelque chose qui est recensé et mis à jour annuellement dans le rapport. Ce chiffre change chaque année pour différentes raisons, notamment parce que dans certains pays, tout d'un coup, on remet à jour les statistiques, donc c'est pas forcément significatif de quoi que ce soit. Mais il y a quand même chaque année aussi des stations qui apparaissent. Alors en Chine, on en a effectivement toujours de nouvelles. Je ne l'ai même pas mentionné parce que ça devient un peu banal. Mais j'ai retenu 3 nouvelles stations qui sont sorties de terre par le monde parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de remarquable. Tout d'abord, Miller en Arménie. En Arménie, on n'a pas beaucoup de stations de ski. Ça fait des dizaines d'années qu'on parle de projets, mais rien ne se concrétisait. Et cette fois, il y a quelque chose de sérieux qui est sorti de terre avec 3 belles remontées mécaniques qui sont déjà installées, d'autres qui devraient suivre. La nouvelle station de Orlice-Zaurik en République tchèque est aussi remarquable dans le sens que la République tchèque est un marché très mature,
Donc, c'est des marchés où on n'attend pas de voir de nouvelles stations de ski. Eh bien, là, il y en a une, elle n'est pas très grande, c'est un télésiège et un téléski, mais c'est quand même remarquable que même dans des marchés très matures, on arrive encore tout d'un coup à avoir de nouvelles stations de ski. Et puis, je terminerai par Manzerog en Russie, qui est une station dans les règles de l'art qui est en train de se construire. Et je soulignerai que la Russie a aussi pris maintenant un élan qui est supporté à un niveau gouvernemental, semble-t-il, assez élevé, de poursuivre le développement des stations de ski d'une façon assez intense. Je vois presque une similitude avec la volonté du gouvernement chinois de développer le ski. Donc voilà quelques-unes de ces nouvelles stations de ski. Au niveau du total mondial, j'arrive à 5898 stations de ski. Donc là, c'est absolument tout genre confondu, même si on a juste un petit tapis roulant. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que sur ces milliers de stations, il y en a 730 dans le monde qui enregistrent plus de 100 000 journées skieurs dans une saison. Donc 73% de la fréquentation est réalisée dans 13% des stations de ski. Vous avez les camemberts en dessous, celui de gauche qui vous montre les stations par taille. Donc on voit qu'effectivement les petites stations sont les plus nombreuses. Les grandes et très grandes stations sont en nombre relativement limité. Donc, quand je dis grandes stations, c'est celles qui sont supérieures à 100 000, et les très grandes, c'est celles qui font plus que 1 million de journées skieurs. On en a une cinquantaine dans le monde. Mais on voit que sur le camembert de droite, la répartition de la fréquentation est bien différente, donc avec 73% réalisés dans les très grandes et les grandes stations. Entre parenthèses, dans le nouveau rapport 2025, on trouvera pour chaque pays la répartition de ces stations en différentes tailles. Voilà le chiffre qui est attendu, c'est le score des nombres de journées skieurs dans la saison au niveau mondial. Donc on est à 366 millions de journées skieurs au niveau mondial sur la saison 2023-2024. Alors déjà, d'après ce graphique-là, vous voyez que les barres de la saison 23-24 sont à peu près dans la hauteur habituelle des barres des saisons précédentes, à l'exception du trou du Covid. Si on analyse d'une façon plus précise, en calculant vraiment la moyenne des saisons pré-Covid et des 3 saisons post-Covid, eh bien, il ressort que même après, à la sortie du Covid, on n'a pas une baisse, une tendance générale à la baisse. Au contraire, la moyenne des 3 années post-Covid est légèrement supérieure, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, à la moyenne du siècle pré-Covid. La saison 2023-2024 dans le monde a eu bien sûr des hauts et des bas. Comme j'ai dit, c'était du business as usual. Mais on a certains pays qui ont fait moins bien que la saison précédente. C'est des pays qui sont mis en bleu foncé. Alors, tout d'abord, les États-Unis, ils ont fait une très bonne saison, mais comme la saison d'avant, ils avaient fait un record absolument historique, ben, ma foi, on ne peut pas toujours avoir la meilleure saison. Donc, il y a une légère baisse, même si le score est très, très remarquable. Où c'était moins amusant, c'était dans l'Europe de l'Est et en Russie, où les températures étaient douces, il y a eu des hivers doux avec peu de neige, et ça a limité le nombre de jours d'exploitation des stations dans une bonne partie de pays de l'Europe de l'Est et en Russie. On a eu un problème similaire en Australie. Par contre, on a des pays qui ont connu d'excellentes saisons. Tout d'abord, dans les marchés tout à fait matures, on a l'Italie qui a connu sa 2e saison de suite absolument excellente, qui est un record historique. On a la Chine qui sortait sa première saison sans contrainte Covid, j'en parlerai plus en détail après. Et puis l'Amérique du Sud qui a eu d'excellentes conditions d'enneigement précoce, qui a aussi fait une saison excellente. Donc voilà, on a des hauts et des bas. Je reviens tout de suite sur ces hauts et ces bas. Là, on a le top 10 de la saison. Alors, on a les États-Unis qui sont à 60 millions passés de journées skieurs, qui sont clairement le numéro 1, suivi par la France et l'Autriche dans les 50 millions de journées skieurs. La France et l'Autriche, je reviendrai aussi là-dessus après, ne sont pas encore totalement remis du trou Covid. L'Italie qui performe très bien,
le Japon qui baisse toujours, on ne sait pas vraiment quand cette baisse finira par s'arrêter. La Suisse qui est talonnée de très près par la Chine maintenant. Et puis ensuite, on a le Canada en dessous des 20 millions de journées skieurs. Et puis à 10 millions de journées skieurs, on a la Suède et la Russie dans le top 10. Alors si on revient plus en détail sur les hauts et les bas, bien sûr, j'ai ce problème de trou de moyenne pendant la période Covid. Donc, je fais la comparaison avec la moyenne quinquennale pré-Covid. Et nous avons là la Chine qui, très clairement, par rapport à la période pré-Covid, a gagné du terrain. Les États-Unis qui ont fait, à la sortie du Covid, de très, très bonnes saisons, donc qui sont en forte progression. L'Italie qui ont 2 saisons absolument records de suite. La Russie qui a la fréquentation qui progresse, ensuite les pays d'Europe du Nord, la Suisse qui est revenue à des niveaux un peu meilleurs que juste avant le Covid. Donc ça, c'est les pays qui ont gagné par rapport à la moyenne quinquennale pré-Covid. Et puis on a bien sûr des pays qui ont perdu. Le Japon qui, comme je disais, perd toujours du terrain en termes de fréquentation. L'Allemagne qui a eu 2 saison très mauvaise en termes d'enneigement. La République tchèque, c'était aussi des conditions pas très, très bonnes. Et puis, on retour à l'Autriche et la France qui sont encore en retard par rapport à la moyenne quinquennale pré-Covid. C'est quelque chose que je développerai encore plus en détail après avec des graphiques plus précis. Mais voilà, en fait, en fin de compte, globalement, puisqu'on arrive à peu près toujours à un niveau moyen autour des 360 millions, 370 millions, eh bien c'est un jeu à somme nulle. Ce que certains pays ont perdu, d'autres l'ont gagné. Ce n'est pas forcément au détriment les uns des autres, ça c'est clair. Donc j'ai dit que je reviendrai sur la Chine. La Chine avait connu avant le Covid une progression fulgurante avec l'annonce aussi des Jeux Olympiques. Et puis après, on a eu le trou en 2019-2020 du Covid, comme vous le voyez sur ce graphique. Et puis, 4 saisons ont été impactées par le Covid et aussi par les restrictions liées aux Jeux Olympiques. Et même la saison 22-23, alors qu'elle était normale partout ailleurs, a été encore impactée en début par la fin des mesures de restriction du Covid qui ont fait que tout le monde était malade et que les stations étaient ouvertes mais sans clients. Donc 23-24 pour la Chine est la première année, première saison qui est libre de contraintes. Donc c'était la meilleure saison qu'ils ont jamais eue historiquement. Maintenant la question c'est de savoir est-ce qu'on va retourner à une tendance ascensionnelle forte comme on avait les années pré-Covid ou est-ce que la pente va rester tassée comme vous voyez sur la partie droite de la courbe en bleu foncé sur ce graphique qui représente la moyenne quinquennale. Alors ça est, rendez-vous au prochain numéro de ce rapport pour le savoir. Finalement, la fréquentation au niveau global, on revient à des choses essentielles et je l'ai calqué un peu sur la théorie du management de Herzberg qui s'appelle hygiène-motivation, qui dit que finalement, au niveau du management, on a des facteurs d'hygiène et on a des facteurs de motivation. Eh bien, en traduisant ça pour l'industrie du ski, finalement, on a un facteur d'hygiène qui est la neige. Si elle n'est pas là, les gens ne sont pas satisfaits. Si elle est là, c'est bon. Et on n'a pas besoin forcément d'en avoir beaucoup. On a un facteur de motivation qui est le beau temps, le soleil. Et là, si on a le soleil et qu'on a un minimum de neige, eh bien, on a une source de motivation et les gens viennent skier. Et la preuve, c'est que ces dernières saisons, on a des stations qui ont enregistré des records de fréquentation, même sur des marchés tout à fait matures. Donc, finalement, il y a un élément qui échappe peut-être aux catastrophistes du changement climatique, c'est que le changement climatique entraîne aussi un petit peu plus de journées de beau temps en hiver. Et ces journées de beau temps en hiver ont un effet dopant sur la fréquentation si, bien sûr, on a un minimum de neige. Mais les clients n'attendent pas forcément des grandes hauteurs de neige. Effectivement, les derniers hivers, dans les Alpes notamment, n'ont pas été caractérisés par des forts enneigements. Mais il suffit d'avoir suffisamment de neige la saison 23-24
et des belles journées ensoleillées pour que certaines stations réalisent des records de fréquentation. J'ai essayé de regarder même d'une façon plus poussée l'impact du réchauffement climatique au niveau de la fréquentation. Je ne parle pas de statistiques météo, de statistiques de température, je parle bien en termes de fréquentation des stations dans les pays alpins. Et on voit pour l'instant une certaine résilience. Si on regarde l'Autriche et la France, c'est difficile de tirer des conclusions. Je viens juste après sur le détail. Si on regarde l'Italie et la Suisse, alors là, on a deux tendances tout à fait inverses et il n'y a que la Suisse qui laisse penser qu'effectivement, le changement climatique a un impact sur la fréquentation. Regardons un peu plus en détail. Tout d'abord, l'Autriche et la France. En Autriche, alors en bleu foncé, vous avez la moyenne quinquennale sur ces graphiques. Bon, elle a pris un mauvais coup avec la saison de quasi-fermeture du Covid. Mais on voit qu'avant le Covid, la moyenne quinquennale en Autriche est très, très régulière. En France, on a une toute petite tendance à la baisse, mais qui est difficile d'interpréter très franchement. Et ce qu'on voit, c'est qu'après le Covid, typiquement en Autriche, on a encore des facteurs explicatifs de la baisse. C'est que pour l'instant, en Autriche, on n'a pas eu un retour de la clientèle étrangère au niveau pré-Covid. En France, sur les 2 dernières saisons qui figurent sur le graphique, on sait très bien qu'on a certains massifs qui ont été à la traîne, et c'est des massifs qui sont connus depuis longtemps pour être plus sensibles aux conditions de météo. Donc là aussi, c'est difficile de tirer à ce stade des conclusions sur l'impact du réchauffement climatique sur, je dis bien, la fréquentation des stations de ski. Si on regarde l'Italie, alors là, on a un phénomène quasiment inverse. Les 2 dernières saisons, en 22-23 et la 23-24 étaient les meilleures historiquement qu'on a enregistrées. Donc là, on a la fréquentation en Italie qui part à la hausse. Le seul cas de figure où on a effectivement une baisse sur le long terme de la fréquentation, c'est la Suisse, que vous avez sur le graphique de droite, avec une petite reprise avant le Covid, qui a été de nouveau plombée par le Covid, et puis par 2 hivers avec relativement doux. Alors, en Suisse, j'ai la chance d'avoir suffisamment de détails pour analyser cette baisse de fréquentation d'une façon encore plus détaillée. Alors, si j'analyse les journées skieurs qui ont disparu sur 15 ans en Suisse, eh bien, j'arrive à des conclusions qui sont intéressantes. Finalement, le camembert que vous avez à l'écran représente la baisse de fréquentation sur 15 ans. 5% de la baisse de fréquentation peut être imputable à des stations de ski qui ont disparu. Et quand je dis des stations de ski, c'est plutôt des téléskis isolés dans des champs en basse altitude. Donc ces stations de ski, il y en a une douzaine qui ont disparu sur ces 15 ans. Ça fait 5% de journées skieurs qui ont disparu avec. Maintenant, on a 39% de journées skieurs qui ont disparu à cause de la réduction du nombre de jours d'exploitation dans la saison. Alors là, très clairement, on peut faire le lien avec le réchauffement climatique, des températures plus douces, donc des saisons plus courtes, qui font disparaître 39% des journées skieurs. Par contre, j'ai 54% des journées skieurs qui ont disparu, et là, on ne peut pas l'imputer au changement climatique, c'est simplement la fréquentation moyenne journalière qui a baissé. Et là, on peut imputer ça à toutes sortes de causes, comme les modes de consommation du ski, comme la classe moyenne qui a moins de moyens, comme la croissance de la concurrence au ski et toutes sortes de raisons qui ne sont pas liées au réchauffement climatique. Donc, on voit que même sur un pays où on a effectivement une tendance à la baisse qui est incontestable sur une période de 15 ans, avec heureusement pour les stations suisses une certaine reprise ces dernières années, que le changement climatique n'y est pas pour la majorité de la raison de la perte de fréquentation. Si on regarde au niveau mondial la proportion de skieurs étrangers, eh bien on voit que le ski reste un marché très très domestique. D'autres années, j'ai déjà relevé cette tendance, donc juste un petit
rappel à ce sujet-là. On a Andorre qui est un cas exceptionnel, qui a 90% de sa fréquentation qui est étrangère. L'Autriche qui a un taux de fréquentation de la clientèle étrangère qui est aussi très très important, qui dépasse les 50%. Et ensuite, tous les autres pays ont un taux de fréquentation par la clientèle étrangère inférieur à 50%, y compris la Suisse et l'Italie. Et vous voyez que, alors c'est un échantillon des grands marchés du ski. Vous voyez que les États-Unis ont une fréquentation étrangère qui est extrêmement faible, qui est essentiellement des Canadiens. Et autrement, c'est des skieurs américains qui sont sur les pistes américaines, ce qui veut aussi dire que finalement, dans le sens les clients américains qui vont à l'étranger sont aussi en proportion relativement faible, même si sur les dernières années, on a connu une croissance de la clientèle américaine dans les pays alpins et au Japon. Vous avez simplement un échantillon là au niveau suisse, des nuitées dans les régions alpines en provenance des États-Unis. Et vous voyez que sur l'hiver 23 et l'hiver 24, on a une progression qu'on n'a jamais eue des skieurs états-uniens dans les stations de Suisse. Par contre, il faut garder la proportion. On est entre 250 000 et 300 000 journées skieurs états-uniennes, donc c'est 1% de la fréquentation. Pour ceux qui auraient peur que Donald Trump interdise aux Américains de venir skier en Europe, c'est pas très très effrayant. Cette tendance a aussi été constatée, comme je disais, dans d'autres pays alpins, en France notamment, et au Japon. La raison derrière cela, moi j'en vois deux, c'est d'une part ces Megapass, le Icon Pass et le Epic Pass qui inclut maintenant des stations européennes et des stations japonaises qui stimulent les skieurs américains qui détiennent ces passes à aller voir ailleurs. Pour moi, c'est une des raisons. La chose est qu'on constate cette croissance des clients états-uniens aussi dans les stations qui ne sont pas affiliées au Megapass. Donc, il y a aussi un phénomène plus important là derrière. Et pour moi, c'est l'insatisfaction à l'égard de certaines grandes stations américaines. Vous avez tous vu ces images qui tournaient sur le web de files invraisemblables dans certaines stations américaines. Donc, pour moi, il y a une certaine insatisfaction de la clientèle, plus le fait que les skieurs de la région de New York, de la côte est des États-Unis, s'ils veulent skier au Colorado, doivent de toute façon prendre l'avion pour 4 heures. Ensuite, jouir des embouteillages pour rejoindre les stations du Colorado. Donc, c'est pas forcément pire que de prendre l'avion pour aller en Europe et rejoindre les stations de Tarentaise ou d'ailleurs. Il y a des enjeux géopolitiques. Là, on était en train de parler des visiteurs américains, donc ça introduit bien le sujet. J'ai déjà mentionné l'année passée que la Chine produisait maintenant elle-même ses remontées mécaniques débrayables. Donc, c'est pas nouveau. En 23-24, comme vous le voyez sur le graphique, on était aussi quasiment à 100% de remontées mécaniques nouvelles en Chine qui sont de fabrication made in China. Mais où la géopolitique commence à s'infiltrer, c'est au niveau de la Russie. Donc, on voit que la Russie va commencer à fabriquer ses remontées mécaniques débrayables à cause des sanctions occidentales. Et puis, je dirais que la géopolitique s'infiltre aussi dans le prix moyen du forfait journalier. On a eu, sur les 2 derniers hivers, une augmentation des prix qu'on n'avait normalement pas d'habitude. L'augmentation cumulée sur 2 ans était en moyenne entre 13 et 19%. Conditionné essentiellement, en tout cas sur les stations alpines, par une croissance du prix de l'énergie. En temps normal, les prix progressent en moyenne de 2 ou 3% sur les forfaits de ski. Mais là, on est entre 13 et 19%. L'augmentation du coût de l'énergie liée à la guerre en Ukraine n'est pas étrangère à cette progression. Et puis, je dirais même, je vais un peu plus loin avec la géopolitique, mais la perception des prix chers sur le marché
disant de plus en plus le ski c'est cher, démontre aussi que finalement on a une paupérisation de la classe moyenne en Europe et même une réduction de la classe moyenne en volume. Et finalement, l'Europe, avec ses politiques d'entrée en guerre ou de favoriser des guerres, ne favorise pas le bien-être de sa population et le niveau de vie de sa population. Donc, on n'est pas très bien parti actuellement. Au niveau des États-Unis, ben c'est là qu'on a l'augmentation de prix la plus élevée. Alors, celle-là, c'est clair qu'elle n'est pas due à l'augmentation du prix de l'énergie ou pas en grande partie à ça. Là, c'est plutôt les politiques business des grands opérateurs qui tirent les prix vers le haut avec ce que je mentionne, le risque de traire la vache jusqu'à ce qu'elle crève. C'est un peu la peur qu'il y a, est-ce qu'aux États-Unis, on ne va pas arriver tout d'un coup à un point d'inflexion à ce niveau-là. Des derniers sujets, c'est cette fameuse tarte à la crème de la numérisation, comme je l'ai appelée. Ça fait 20 ans que dans les conférences sur le tourisme, on nous parle de la numérisation, la digitalisation et tout ça. Ça fait 20 ans aussi que je suis l'offre Internet des stations de ski et je me suis dit, cette fois, je vais faire un petit bilan sur les 50 stations qui font plus qu'1 million de journées skieurs. C'est ce fameux top 50. En certaines années, il y en a 48, certaines années, il y en a 52. Je l'appelle toujours le top 50. Donc, ce sont les 50 stations dans le monde qui font plus d'1 million de journées skieurs. J'ai été sur leur site internet de la destination et j'ai regardé ce que je pouvais acheter en ligne directement. Eh bien, il n'y a même pas 80% de ces stations sur lesquelles je pouvais acheter en ligne le forfait de ski. 70%, je pouvais éventuellement acheter l'hébergement. Et puis, le reste, on est dans des pourcentages bien inférieurs. Finalement, on n'a que 18% de ces 50 stations qui offrent un guichet unique où on peut acheter au moins 4 ou 5 des prestations qui sont listées sur mon graphique. Et alors qu'il y a 20 ans, on pouvait déjà techniquement acheter toutes ces prestations en ligne dans les stations. Et certaines, il y a 20 ans en arrière, offraient tout cela. Donc, on voit que la numérisation a encore du chemin à faire. C'est pour ça que j'appelle c'est une tarte à la crème. Finalement, on parle souvent d'améliorer le parcours client en station, le parcours client avant de venir dans la station. Mais manifestement, et même sur des grandes stations, les plus grandes du monde, il y a encore du chemin à parcourir. Au niveau de la numérisation, j'ai parlé des sites web des destinations avec des options trop limitées. C'est la colonne de gauche de ma diapositive. Avec un problème quand on essaye d'acheter quelque chose en ligne sur le site de la station, c'est qu'on doit toujours se payer le visionnage d'une vidéo qu'on n'a pas sollicitée, qui nous montre comme la station est belle. Mais après, c'est beaucoup plus difficile, dans certains cas, de trouver où est-ce qu'il faut cliquer pour acheter en ligne. Je passe là-dessus. Au niveau des voyagistes, eh bien, on reste aussi très traditionnel et il n'y a pas beaucoup de changements en 20 ans avec ces packages standardisés complets. Les seules petites flexibilités qui se sont introduites, c'est des fois le transfert privé de l'aéroport à la station plutôt que de prendre un bus avec tout le monde. Et puis, un tout petit peu de flexibilité sur les séjours. Quoique l'essentiel des séjours reste des séjours d'une semaine, du samedi au samedi. Le manque de flexibilité reste à ce niveau-là. Alors, les perles rares, ce sont ce qu'on appelle les Travel API, où on peut vraiment faire son shopping et prendre ce qu'on veut. Mais finalement, on a un nombre limité d'acteurs, excusez-moi l'anglicisme de la diapositive, et puis souvent c'est limité à une sélection de destinations. Par contre, les destinations qui sont offertes sur ces Travel API, il y en a qui sont extrêmement performantes et qui vous programment très facilement des vacances complètes avec tout ce dont vous avez besoin. Ce guichet unique reste finalement une rareté.
Voilà le dernier point que j'évoque dans cette présentation, c'est la question de la consolidation des opérateurs. En fait, c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu, mais il y a eu beaucoup de remue-ménage dans les médias européens et suisses notamment, suite à l'entrée au capital des remontées mécaniques d'Andermatt par Rail Resort, puis de Grand Montana. Et puis, on voyait des titres du genre l'ogre américain qui vient manger les stations de ski européennes. Il y a eu des rumeurs sur la France qui étaient infondées. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'on a des opérateurs qui vont vraiment prendre le contrôle du marché? Alors, si on regarde à ce jour, finalement, l'expansion est très lente, comme vous voyez sur le graphique avec les barres blanches. Le premier pour la CDA, le second pour Vail Resort. On est la CDA n'a pas de croissance du nombre de stations qu'elle gère ces dernières années. Au contraire, elle en a perdu une. Et il y en a une qui va encore sortir du giron prochainement. Vail Resort a fait des fortes acquisitions en 19-20. Et puis après, ça s'est aussi tassé. Mais si on regarde en termes de part de marché, en termes de journées skieurs, les graphiques bleu foncé, on voit que la CDA, c'est aussi passablement lié finalement aux performances des stations qu'ils exploitent plutôt qu'au nombre de stations qui sont dans le portefeuille. Vail Resort, bien, on voit très bien aussi que quand ils ont acquis cette nouvelle tranche de stations en 19-20, la fréquentation n'a pas augmenté d'une façon aussi significative que le nombre de nouvelles stations qui étaient dans le scarcelle de Vail. Et à la fin, on voit même que la part de marché de Vail sur les journées de skieurs US est en baisse. Donc, on n'a pas non plus une forte progression de ces acteurs, en tout cas sur les dernières années. On peut même se poser la question, est-ce qu'on n'atteint pas des limites pour un acteur unique? On voit quelques nouveaux acteurs qui émergent, mais c'est aussi lentement. Donc, en tout cas, à ce stade, on ne peut pas dire qu'il y a eu une progression forte de la consolidation des opérateurs de stations de ski. Voilà, j'ai fait le tour toute une série de points qui ressortent de l'analyse du marché mondial du ski faite pour le rapport 2025, qui va être disponible dès aujourd'hui aux contributeurs du crowdfunding, mais qui peut être commandé en exemplaire papier en ligne grâce au QR code qui est là-dessous. Voilà, j'en ai terminé mon exposé. On peut passer à la phase questions et je passe le micro à Jérôme pour faire la modération des questions. Merci pour votre attention. Merci Laurent pour ta présentation qui était complète, mais j'espère que les gens ne manqueront pas d'aller truffer un certain nombre d'informations complémentaires dans ton rapport. Alors, n'hésitez pas à réagir dans la rubrique questions. Il y en a déjà quelques-unes que je vais te poser, Laurent, en essayant de les regrouper un peu par thématique. Et vous pouvez continuer à intervenir donc et à poser vos questions sur non pas le chat, mais sur la partie questions. Alors, tout d'abord, la première question a trait sur la fréquentation et sur le changement de comportement des skieurs. Est-ce que une certaine stabilité des journées de ski veut dire qu'il y a une certaine stabilité du nombre de skieurs? Ou est-ce que demain, tu peux envisager que 2 fois plus de clients skient 2 fois moins, donc ça fait quelque part un nombre de journées de ski ISO? Donc, en termes de skieurs, est-ce que tu peux nous parler de l'évolution de leur nombre et de l'évolution de leur nombre par région? Alors, ça dépend fortement par région. Effectivement, on a les deux phénomènes qui se combinent. Au niveau mondial, on a, je l'avais montré l'année passée, une tendance sur le long terme à avoir plus de skieurs. Et c'est essentiellement alimenté par la Chine. Et en Chine, on sait très bien que c'est des skieurs qui viennent, mais dont une bonne partie skient une fois ou 2 fois et ne reskient pas. Donc, on a les deux phénomènes qui se combinent. On a certains marchés où on a le nombre de skieurs qui croît, mais avec des skieurs qui skient peu. Et on a d'autres marchés, typiquement les marchés sur lesquels les méga passes ou ces forfaits saison comme on a eu en Suisse, le Magic Pass
ont été introduits, où finalement le nombre de skieurs ne croît pas, mais les gens viennent skier plus souvent. Et alors ça, c'est un peu le problème, je profite de le mentionner, de ces méga passes ou de ces forfaits saison vendus à l'avance, c'est qu'ils font skier davantage les gens, mais qui ne parviennent pas à faire venir des nouveaux skieurs. La recette pour faire venir des skieurs débutants, on ne l'a pas encore vraiment trouvée. Donc, ton analyse, c'est plus une augmentation des journées ski sur les marchés matures avec une baisse du nombre de skieurs, et sur les nouveaux marchés, une augmentation du nombre de journées ski avec effectivement une abondance toujours constante de nouveaux skieurs. Sur les marchés matures, c'est presque encore un peu plus subtil. On a le nombre de skieurs qui reste à peu près identique, mais on en a qui vont skier moins souvent et on en a qui vont skier plus souvent. Alors, une autre question concernant la Chine, est-ce que le nombre de journées ski en Chine inclut les skis indoor, les skis Oui, dômes? alors la Chine est le seul pays où on a 50 stations de ski indoor et où le ski indoor représente vraiment quelque chose dans le marché. Et effectivement, pour la Chine, les journées skieurs en indoor sont inclus dans les statistiques mondiales. Au niveau des autres pays, c'est anecdotique. Donc, a priori, elles ne sont pas prises en compte. Éventuellement en Espagne, pour le Snowdome de Madrid, je ne suis même pas sûr, mais les volumes n'ont rien à voir avec la Chine, donc c'est pas significatif. Et d'après toi, quel crédit peut-on donner aux données chiffrées chinoises? Est-ce qu'elles sont fiables ou est-ce qu'il faut les prendre avec des pincettes? Non, moi je travaille depuis longtemps avec Benny Wu, que j'ai lancé sur la collecte des données en Chine. J'ai confiance dans la façon dont il travaille, mais par rapport aux données chinoises, il faut être attentif parce qu'il y a d'autres données qui sont publiées par le gouvernement ou par des Blue Book ou je ne sais quoi, publiées par des agences gouvernementales qui donnent des chiffres qui sont bien différents. Moi, je Tu nous as reprends les parlé chiffres de nouvelles stations. Pardon, moi Tu je nous reprends as les chiffres de parlé Benny de... Wu que je sais qu'ils sont faits dans un cadre bien précis et sérieux. Dans les pays en développement, que sont la Chine, tu nous as parlé de nouveaux pays avec de nouvelles stations, que ce soit en Arménie ou que ce soit en Russie. Est-ce que l'offre de ces stations se concentre uniquement sur le ski ou est-ce que l'offre est diversifiée avec des offres 4 saisons? Généralement, les stations sont des stations qui, surtout quand elles ont une certaine taille, comme les stations de destination que vous avez vu, les deux exemples d'Arménie et de Russie, sont des stations qui se développent immédiatement sur le 4 saisons. C'est sûr que le ski D'accord. reste sur moteur, mais ce serait complètement insensé aujourd'hui de développer une station de ski que pour le ski. Merci. Une autre question, est-ce qu'il existe une corrélation entre l'augmentation des prix et l'évolution des journées ski? Ben non, puisque finalement le prix augmente chaque année un petit peu avec le coût de la vie, le coût de l'énergie, tout ça. Le coût d'exploitation des stations de ski augmente tout autant. Hein, les stations de ski ne sont pas devenues plus bénéficiaires. Et finalement, on voit que les journées skieurs, elles, si on regarde sur le long terme, elles sont à un niveau stagnant. Donc, on n'a pas de corrélation. Vivement 2025 pour voir quelle sera l'évolution de la saison 24-25. Euh, une autre question concernant l'environnement, tout l'arsenal normatif qui s'impose de plus en plus, notamment sur les stations européennes. Est-ce que l'on voit un impact de ces mesures environnementales sur la fréquentation des stations? Ben, je ne constate pas ça, puisque L'accès, finalement, comme je l'ai montré, finalement, la fréquentation des stations se poursuit. Et au niveau de l'impact environnemental du ski, tout le monde sait que le problème majeur, c'est le déplacement des skieurs avec leur voiture jusqu'à la station de ski. Et là, les gens sont assez prompts pour dire qu'ils sont attentifs aux questions environnementales quand ils vont skier
en pointant du doigt la station de ski, l'exploitation des remontées mécaniques, les dameuses qui polluent, mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils prennent leur voiture pour aller skier. Sur la diversification de l'offre, est-ce que tu as identifié des activités qui sont plus en avance, ou en tout cas des activités qui prennent le pas pour venir en complément des activités de ski, que ce soit sur les saisons hiver ou que ce soit d'ailleurs ou que ce soit sur les saisons été. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'émergence de ces nouvelles activités? Quelles sont-elles et quelles sont celles que tu vois le plus souvent? Alors, les nouvelles activités, il y en a des centaines, aussi bien pour l'été que pour l'hiver, mais il n'y en a pas une qui arrive à la cheville du ski en termes de volume qu'elle peut traiter. Je dis toujours, on ne peut pas mettre le volume de skieurs qu'on a sur les pistes dans la piscine municipale. Ça illustre très bien le problème des autres activités, c'est que souvent elles ont des capacités nettement plus réduites et qu'elles n'intéressent pas tout le monde. C'est sûr, on pourrait dire par exemple la balade, le VTT, ben, on peut aussi se répartir les gens sur le domaine skiable, mais le VTT, une station qui fait 10% de visiteurs VTT en été et 10% de ce qu'elle fait en journée skiée en hiver, elle est très très contente. Donc les activités annexes se multiplient, c'est une nécessité parce que pour des questions de capacité, on doit aussi devenir imaginatif parce que, étant donné qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'activités, on a une tendance au copier-coller, je dirais. Alors chaque année, on voit des trucs un peu plus exotiques sortir dans une station ou d'une autre, mais il n'y a pas de révélation transcendante qui dit ah voilà telle activité qui va représenter 50% du ski. Je l'ai encore pas vu, même si chaque année je vois une ou deux nouvelles activités que je connaissais pas encore qu'on pratique dans les stations. Sur le marché français, deux questions. Une première qui est, est-ce que tu peux nous faire rapidement un focus plus précis sur le marché français entre le nombre de stations, leur évolution et le nombre de journées ski? Bon, je ne vais pas prendre la place du domaine skiable de France. Je vous ai montré dans un graphique l'évolution de la fréquentation en France, en soulignant le fait que même si les deux dernières saisons qui apparaissaient dans mon rapport n'étaient pas aussi élevées que les moyennes qu'on avait avant le Covid, on ne pouvait pas encore en tirer des conclusions définitives et ça me permet de dire, en tout cas moi je vois tous les jours des communiqués de presse des stations françaises qui ferment leur saison 24-25 en faisant des scores qu'elles n'ont jamais réalisés. Donc ce sera très intéressant de voir le résultat global pour la France de la saison 24-25. Et là je ne vais pas faire le boulot de domaine skiable de France ou me substituer à eux, mais je pense qu'on peut avoir beaucoup d'espoir sur cette saison. Tout à l'heure, tu as parlé de l'Autriche, de la France, de la Suisse qui performait très bien, la Suisse, et notamment également de l'Italie qui a gagné énormément de journées ski. Comment tu expliques cette accélération en Suisse versus justement la France et l'Autriche? Est-ce que c'est dû à une modernisation de leur montée mécanique? Est-ce que c'est dû à une diversification de leur offre numérique? Est-ce que c'est dû à une plus grande numérisation? Quelles sont les clés de succès de cette progression très importante des domaines skiables italiens? Tu m'as posé la question aussi pour la Suisse et pour l'Italie, donc je vais répondre pour les deux. Je pense qu'en Suisse, on a eu le phénomène Magic Pass qui a aussi poussé la fréquentation vers le haut. On a le Covid qui a donné une envie de faire des sports en plein air. Et certaines personnes ont redécouvert les sports en plein air et ont conservé cette envie. C'est aussi une raison qui est invoquée en Italie, la redécouverte des sports de plein air après le Covid et l'envie d'être en plein air. Et en Italie, on a une modernisation des stations qui a été continuelle et on a aussi eu beaucoup d'efforts de marketing de la part des stations. C'est ça qui est invoqué au niveau italien. Et au niveau italien, je rajouterais qu'on a aussi dans toute une partie de l'Italie, le Tyrol du Sud et tout ça,
des hébergements qui sont de très bonne qualité, à des rapports qualité-prix qui sont très favorables. Et est-ce que tu es capable de critériser, est-ce qu'on est sur un facteur prix, est-ce qu'on est sur un facteur amélioration de la qualité de l'hébergement ou amélioration des conditions d'accès à ces domaines, ou est-ce tout simplement la diversification des offres et la puissance, la montée en puissance de la numérisation qui a poussé les domaines skiables plus fortement que les domaines français ou autrichiens? Oui, quand on analyse les motivations des gens à venir skier, généralement elles sont multiples. Donc c'est très difficile de dire que c'est un seul facteur qui pousse les gens à venir en Italie. Je pense que le rapport qualité-prix est une chose, mais après en Italie, il faut aussi dire que dans les Dolomites, les domaines skiables ouvrent très tôt avec une sécurité d'enneigement parce qu'ils ont des systèmes d'enneigement sur à peu près toutes les pistes. Et on peut venir skier en décembre en Italie. Donc, on a une saison en Italie qui est peut-être aussi un peu plus longue, qu'on arrive à garder plus longue avec l'enneigement et le commencement précoce de la saison. Et souvent, c'est au début de saison que les gens ont envie de skier. Après, ils invoquent le marketing dans le succès, mais c'est difficile de chiffrer, de dire, mais finalement, quelle est la proportion du marketing. Moi, j'invoque aussi la bonne qualité de l'hébergement, le renouvellement des remontées mécaniques, mais pour moi, il n'y a pas, c'est multifacteur. Laurent, au sortir du Covid, on a beaucoup parlé du ski de randonnée, qui était en très très forte progression. Les gens avaient effectivement besoin de renouer avec la nature, avec le grand air libre, avec les grands espaces. Donc on a vu une très forte progression de la pratique. Est-ce que aujourd'hui, tu penses que ça s'est stagné? Est-ce que tu es capable de mesurer, même si elle est négligeable, la part du ski de randonnée versus le ski de piste ou le ski de fond? Oui, comme tu dis, la part est, je ne vais pas dire négligeable, mais insignifiante par rapport au ski de piste. Et on a très peu de statistiques puisque généralement, quand on skie sur une piste, on doit passer le portillon. Les gens qui partent en peau de phoque, ils passent rarement des portillons. Il y a qu'au Japon où quand on sort du domaine skiable, il faut passer par un portillon. Donc pas de données en tout cas sur le sujet. C'est juste Non, c'est quelque chose, une on constate perception, la croissance. Il faudrait exactement. regarder aussi au niveau des ventes d'équipements. À mon avis, c'est quelque chose qui est en croissance. Mais très peu de chiffres, très peu de chiffres. Ou même pas du tout de chiffres. Voilà, je pense avoir fait le tour globalement des différentes thématiques abordées dans la foire aux questions. Peut-être une ou deux dernières questions avant de te libérer, Laurent, sachant qu'on va avoir également dans la journée deux nouvelles présentations pour les fuseaux américains et asiatiques. Donc, si vous souhaitez vous continuer à vous manifester en posant des questions, n'hésitez pas. Le rapport est disponible en cliquant en scannant le QR code. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Alors, on a une dernière question qui est sur la France. Est-ce que la vente en ligne suit-elle la progression mondiale des 18% de stations capables de proposer un guichet unique? Alors, sur mon analyse des 50 plus grandes stations, ben, c'est sûr que la France en a une bonne dizaine. J'ai pas trouvé le bon élève de la classe. Hein. Il y a des bons élèves et des cancres partout. Et aussi surprenant que ce soit, aussi bien aux États-Unis, en France, en Italie ou en Suisse, on a des stations qui sont bonnes et on en a qui sont mauvaises. Il n'y a pas un pays qui se distingue par une meilleure performance au niveau des ventes en ligne. Ce niveau finalement globalement bas de guichet unique est quasiment universel. Une question sur le Japon. À quoi est-ce que tu attribues principalement la chute de la fréquentation, en tout cas des journées ski au Japon?
De nouveau, là, il y a aussi toute une série de raisons qui sont évoquées. Historiquement, le Japon a eu une grande bulle du ski dans les années 90, au tout début. Les stations de ski étaient souvent liées à des opérations immobilières et il y a eu une bulle immobilière qui a explosé à ce moment-là, donc qui a entraîné beaucoup de faillites, tout cela. Les stations étaient prises d'assaut par les skieurs et c'était pas agréable de skier, donc ça a refroidi l'expérience de certains. Et puis avec les années, ben, les gens ont perdu l'habitude d'aller skier, la population japonaise a vieilli. On a une partie des stations qui ont des équipements qui sont extrêmement vieux ou qui fonctionnent même plus. Les occupations, les loisirs japonais ont aussi énormément switché sur les médias électroniques. Donc on a toute une suite de facteurs qui ont fait que les stations de ski japonaises ont été petit à petit désaffectées, même qu'elles sont très belles, comme vous pouvez voir sur l'image de Niseko. On a eu un petit regain d'intérêt pour les stations de ski sur les dernières 10 années, où tout d'un coup elles se sont réveillées et se sont rendues compte qu'elles n'avaient jamais fait d'efforts pour attirer la clientèle étrangère. Donc, ça a permis, dans certaines stations qui s'en sortent pas mal, de faire revenir du monde. Ben, typiquement, si vous allez à Niseko, vous allez voir que même une partie du personnel des remontées mécaniques ne sont pas des Japonais. Sur les pistes, vous avez 50%, au moins, si ce n'est 80% de la clientèle qui n'est pas japonaise. Mais c'est des exceptions, des stations un peu exceptionnelles. Dans la région de Hokkaido et dans la région de Nagano, c'est pas représentatif de l'ensemble du marché. Mais bon, on invoque beaucoup le vieillissement de la population japonaise comme une des causes majeures de la perte de vitesse des stations. S'il n'y a pas d'autres questions, Laurent, nous allons te remercier pour cette brillante présentation. N'hésitez pas à commander le rapport pour avoir l'entièreté des informations. De notre côté, on vous donne un rendez-vous du 21 au 23 avril 2026 au Salon Mountain Planet à Grenoble. Beaucoup de choses en préparation et des nouveautés à attendre, avec notamment un agrandissement avec l'ouverture d'un deuxième hall. Donc, n'hésitez pas à le relayer dans vos différents médias. Laurent, merci. Merci à toutes et à tous pour votre participation et on vous donne rendez-vous très, très bientôt. Merci.